Là. Là, c'est bon? Oui. Voilà, C'est bon. Mais bonjour à tous, à toutes et à tous, et merci d'avoir répondu présent à ce point presse de rentrée. Merci à la presse qui nous suivait depuis maintenant presque 2 ans, puisqu'il y a eu la campagne municipale, puis toutes nos actions depuis 15 mois à peu près. Merci à tous les élus qui ont bien voulu se joindre à ce point de presse. Et puis, moi je suis très heureux de vous accueillir ici, en fait de nous accueillir, puisque vous êtes chez vous. Nous sommes au château, le cœur du Cité, et qui est un des 3 fondamentaux de la ville, avec l'histoire de Bernadette, donc le fait de Lourdes. Deuxièmement, le château fort et son histoire médiévale. Et troisièmement, une ville d'eau. Donc autour de ces trois éléments fondamentaux s'est construit la ville de l'eau. D'abord, nous avons convié pour vous présenter un bilan synthétique des premiers projets de cette première année de mandat et surtout pour vous présenter notre projet de territoire Lourdes-Pyrénées, Lourdes, cœur des Pyrénées. Vous le savez, la nouvelle municipalité que nous sommes a démarré le mandat dans un contexte sanitaire que tout le monde ici connaît parfaitement bien. Un contexte financier, organisationnel très complexe. Lorsque nous nous sommes présentés, nous connaissions la situation de la ville, une ville endettée, et il ne s'agit pas ni de se plaindre aujourd'hui, ni de critiquer mes prédécesseurs, parce que être aux affaires est une tâche difficile. Mais ce qui a tout changé, c'est donc la crise, le Covid ou la Covid, et qui aujourd'hui ampute la ville des finances qui nous seraient bien utiles pour pouvoir investir, mais on va y venir après. Alors, nous sommes dans un mandat de combat. Et tout le monde a bien compris, je suis un combattant. Et l'équipe que je mène depuis 15 mois, nous tous réunis, sommes au combat parce que nous n'avons pas le choix. Je fais partie de ceux qui, lorsqu'ils se fixent une mission, donnent tout. Et je vais tout donner avec une équipe réunie pendant les années du mandat, afin que nous puissions progressivement participer de la reconstruction de cette ville. Et donc, de nombreux projets sont aujourd'hui en train d'être amenés par nous, par cette équipe. Mais tout d'abord, avant de parler des projets, quelle a été notre priorité en arrivant? Le 5 juillet, j'étais élu maire et le conseil municipal était en place. Et déjà le 6 juillet, il y avait une grande conférence organisée au Palais des Congrès pour mettre en musique le fameux plan de relance de la ville de l'eau. Alors donc, nous avons dû répondre à la première mission qui était l'urgence économique, sanitaire évidemment, et sociale, parce que c'est une véritable crise sociale. Et donc nous avons dû mettre en place des dispositifs d'accompagnement que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais je vais y revenir dans le courant du point. Premièrement, donc le bilan. Au bout de 15 mois, que s'est-il passé? Plusieurs items. Le commerce tout d'abord. La mise en place de la marketplace, de la bagagerie connectée, l'installation d'une borne numérique d'information, le soutien financier de 11 projets commerciaux dans un endroit qui était dit sinistré quand nous sommes arrivés aux responsabilités, le cœur historique, le centre historique. Le soutien financier donc de projet. L'installation d'une boutique éphémère qui a été une véritable réussite et surtout un teaser
de ce que nous allons faire bien plus tard. La création de marchés nocturnes et la foire artisanale lors des estivales de l'eau. Certes, l'amorce de projets nouveaux est toujours un sujet de discussion, c'est normal. C'est aussi ça, la vie publique. Alors on s'améliore et on va s'améliorer de mois en mois, d'année en année. Deuxième item, le service pour les citoyens. Et là, par contre, un travail énorme a été fait. Pour l'ouverture de la maison France Service, qui concentrait à l'origine et qui concentre en France 9 dispositifs. Mais nous, et ça a été ma volonté forte, nous y avons mis 24 dispositifs. Ce qui a fait dire à Mme Gouraud, la ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Cohésion du Territoire, que c'était la millième, parce qu'elle avait été invitée à ce moment-là, la millième maison France Service, et qu'elle n'avait jamais vu une maison avec autant de dispositifs, ce qu'elle a rapporté à Emmanuel Macron, notre président de la République, dont on parlera un peu plus tard. Et cette maison France Service va bientôt être inaugurée avec un changement de nom, puisque je l'ai dit en conseil municipal, ça a été voté. Ce sera donc l'espace Carmen Cazenave, en mémoire à cette dame. Il y aurait pu y avoir d'autres lourdaises, mais c'est un choix que nous avons fait collégialement au regard de son action pendant des années, qui s'est donc occupé du troisième âge des vénérables néophytes pendant des années, avec très peu de moyens, et qui les a rendus heureux pendant 40 ans, au moins depuis qu'elle y avait adhéré. Il y a donc aussi dans cette maison France Service, cet espace Carmen Cazenave, il y a le guichet unique des saisonniers et le guichet employeur, de telle sorte que derrière le volet social très développé et riche, il y a aussi la connectique entre l'employeur et l'employé pour tous ces saisonniers qui sont en demande d'emploi et de travail. Mais il y a aussi la formation et bien d'autres choses. Troisième item, l'insertion. Donc la réalisation de chantiers d'insertion auprès des jeunes et d'un chantier premier pas vers l'emploi, c'est la thématique et l'engagement très très fort de l'adjointe, la maire adjointe, Madame Marie-Henriette Cabane à mes côtés, qui est une femme très expérimentée en la matière, puisqu'elle a déjà été élue et s'est donc occupée du J politique de la ville. C'est un domaine que nous avons créé dans cette mandature, donc la politique de la ville avec un domaine dédié, et c'est Madame Cabane qui le pilote, d'ailleurs avec une grande expertise. Item de la culture, Madame Mazurek, qui est donc l'adjointe de la culture, avec la finalisation des travaux de l'immeuble Lacour. Donc cet immeuble qui est l'ancien presbytère, que nous allons bientôt inaugurer avec un lourdet choisi pour honorer cette maison. Je vais vous le dire aujourd'hui, il s'agit de François Mingelat. Après consultation de la famille, qui a évidemment accepté avec grande joie. Cet homme, il y avait d'autres lourdets que l'on pouvait honorer, mais collégialement, nous avons fait notre choix sur celui, j'aurai l'occasion d'y revenir lorsque nous inaugurerons cette maison de la culture, des associations culturelles pour être plus précis, un homme de grand talent et qui a tiré beaucoup d'artistes de notre territoire. Donc l'immeuble Lacour qui est terminé, où toutes les associations maintenant culturelles sont logées et peuvent travailler et aussi prendre beaucoup de plaisir. Je rappelle au passage le travail que j'ai effectué d'entrée, que j'avais promis, c'est-à-dire de réunir les deux musiques. C'est fait. Mais pourquoi nous avons réuni les deux musiques? Parce que les chefs des deux musiques ont de suite compris l'intérêt de mutualiser, d'obtenir une véritable synergie. Et c'est donc l'Alliance musicale de Lourdes qui a fait un premier concert au V60 samedi qui était remarquable pour les résidents. Cet immeuble Lacour, il s'inscrit dans une logique de reconquête urbaine que je vais développer après. Et aujourd'hui, il nous rend bien service au moment où nous n'avons pas d'endroit pour... J'y souhaitais avoir une maison de la musique, mais le château de Soum étant fermé pour des raisons de sécurité. Donc, le bâtiment du Tidos n'existant plus, mais il a bien fallu travailler avec les assos pour essayer de comprendre qu'il fallait occuper ce lieu avec vraiment une forme de
compréhension que tous les assos ont admise, c'est-à-dire mutualiser les locaux et faire en sorte que de nouveau ça marche. Et donc ça marche. Il y a eu aussi donc un travail fait dans les quartiers. Et je vous remercie, Madame Mazurek et votre équipe, pour tout le travail qui est fait, puisque c'était une volonté politique de notre part. C'était le programme Culture et Démocratie, s'adresser aux quartiers, amener de la culture dans les quartiers. Et donc il y a des opérationnels dans notre équipe qui font un travail remarquable. Et je le disais hier soir, nous avons eu quand même un concert au kiosque avec un travail de M. Arnaud Penet et Guillaume Lopez, 3 mois de travail pour faire chanter des enfants de familles accueillies dans le cadre de CADA, en anglais, en espagnol et en occitan. Les 150 personnes avaient les larmes aux yeux. Et c'est un véritable message que nous devons aussi porter à Lourdes, ce message de réunion. Et le chant a été ce message-là ce jour-là. Je parle de Jimmy Richard aussi qui a œuvré sur les fresques que nous trouvons dans la ville. Fresques murales auprès des habitants et des scolaires, donc une résidence musicale avec Guillaume Lopez. Et la signature surtout d'une convention cadre avec le Parvis pour structurer l'offre culturelle et renforcer le partenariat local sur les arts visuels, graphiques et sonores. Et puis, pour finir, avec un travail colossal, et je ne veux éliminer personne, donc je remercie tous ceux qui ont œuvré pour les estivales de Lourdes, mais je mettrai un accessite à Mélanie Santaillère, qui est devant nous, et qui a orchestré ça de main de maître, de main de femme de maître. Et merci à vous, Madame Mazurek, pour tout le travail que vous faites sur le volet culturel. Monsieur Ligny, qui est ici aussi, donc un grand merci à cet homme de conviction, de réaction, de sagesse aussi, et qui a proposé, souvenez-vous, l'organisation des premières assises des dirigeants d'associations sportives pour valoriser la richesse du tissu local associatif. Il était vraiment l'homme de la situation, et je le revois quand il a proposé cela à l'espace Robert Hossein. Au début, les dirigeants regardaient avec un peu d'appréhension, et puis, comme c'est un homme de réunion lui aussi, ben, il a convaincu tout le monde. Donc, en fait, il s'agit d'être solidaire dans une crise que connaît la ville de Lourdes, et ça touche tous les domaines. Et donc, ce congrès va être renouvelé, et nous allons présenter, lors de ce congrès, M. Demy le fera, notre plan concernant les associations, les modes d'attribution des subventions aux associations, avec des critères nouveaux, des critères du monde moderne. Ensuite, il y a eu la gestion de la crise Covid, avec la mise en place d'un centre de vaccination dès janvier 2021, à la demande du préfet, tout début janvier, et j'étais le premier à répondre oui, puisque je n'oublierai jamais que je suis un soignant du métier. Donc c'était une évidence, et en plus comme j'ai une expertise en hygiène hospitalière, il n'y avait même pas de question à se poser. La réponse était immédiate, donc nous avons monté un gros centre de vaccination qui aujourd'hui va être déplacé sur Argelès parce que, comme l'a fait Gérard Trémé-Jattard, nous récupérons le RH, nous avons besoin de l'ERH pour toutes les manifestations, puisque la ville repart au gré des animations. Donc le préfet a déplacé le premier centre sur la CATLP, et le deuxième sera sur Argelès pour évidemment ventiler sur les vallées. Ensuite, il y a eu, et c'était une volonté forte, je me souviens de la conférence de presse sur la place Peyramal, en campagne, le déplacement de l'office de tourisme, de la place du champ commun et l'acquisition d'un local pour disposer d'une annexe en bas de la ville. Ce volet stratégique est très important, car il est une des pierres angulaires de la vision que nous avons de la reconstruction, de la réurbanisation, de la requalification de la ville. Je rappelle que j'ai défendu l'union sacrée haut et bas de ville. Ça passe par l'effet balancier, c'est-à-dire la reconquête d'une ville qui aujourd'hui vivait sur le plan économique dans un modèle monosegmenté que tout le monde connaît, et dont il faut aujourd'hui compléter l'offre. Donc, en déplaçant l'office de tourisme là où il existait auparavant, il y a quelques années,
Ça permet de capter des visiteurs, des pèlerins en haut des villes, et puis en ayant un point bas, de ventiler aussi les flux vers le haut et de créer une espèce de flux permanent haut et bas de ville. C'est donc une acquisition très très importante qui a coûté 30 000 €. On l'a vu plus cher, n'est-ce pas? Je rappelle quand même que la présence d'un point office de tourisme en bas rentre dans le contrat grand site, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, ce sera le cas. Ensuite, l'item embellissement de la ville, végétalisation. Et là, je remercie Madame Cécile Prévost, qui est la maire adjointe. Là aussi, c'est un domaine que nous avons créé à la transition écologique, et son adjoint, M. Antoine Noguès, qui forment un tandem, un binôme remarquable, qui porte un discours qui aujourd'hui commence à prendre un peu partout, car, je le répète encore une fois, la crise Covid nous a amené à comprendre que le siècle nouveau avait démarré en fait en 2020. Et c'est au moins cet effet positif pour ceux qui veulent entendre ce message que le monde nous a donné, que la maladie nous a donné, c'est de vivre aujourd'hui avec un sens à sa vie. Et donc la transition écologique, à la fois c'est vivre dans les meilleures conditions, c'est apporter du confort aussi aux usagers, c'est préparer les générations de demain à vivre mieux, parce que lorsqu'on lit le rapport du GIEC, bien, il fait froid dans le dos. Donc nous sommes dans l'obligation de se tourner vers la transition à grande vitesse. Et donc là, je citerai tout le travail que vous faites depuis des mois avec des plantations, des arbres fruitiers, la vision des déchets qui méritent toujours d'être améliorés, certes, mais enfin, vous êtes au travail. Et c'est très difficile de mener ce genre de mission parce que l'acceptation sociale n'est pas encore complète, elle le sera petit à petit, et ça viendra, en tout cas, en ne lâchant rien, on va y arriver, on va transformer cette ville aussi sur le plan de la transition, et j'en viens au travail de complétion, qui est celui de l'aménagement des voies vélos, des actions de sensibilisation que vous faites en permanence, et donc je remercie Cécile, qui est une grande cycliste, de parcourir la ville en vélo, maintenant on la connaît, mais c'est un message fort qu'elle porte en pratiquant le vélo, parce qu'aujourd'hui, je rappelle quand même que nous lançons des vélos, mais que Michel Pellieu, le président du département dont je suis le vice-président, lance département vélo, et que le schéma directeur vélo est en train d'arriver. Donc le vélo ne concerne plus le Tourmalet uniquement, mais le monde entier. Aujourd'hui, la France entière se met au vélo, les régions se mettent au vélo, les départements se mettent au vélo, et c'est peut-être aussi une des façons de lutter contre la pollution en pratiquant le vélo. Et pour reprendre ce que dit M. Dimi, il y a aujourd'hui plus de décès pour la population qui est sédentaire que par la cigarette, par exemple. Donc le fait de ne plus faire de sport, de ne plus pratiquer de l'exercice physique, nous amène à ce constat-là. Et donc, le fait de pratiquer le vélo avec cette nouvelle possibilité qui est d'utiliser le vélo électrique permet d'aller conquérir de nouveaux publics, ne serait-ce que la famille, même la personne âgée qui peut faire du vélo électrique, parce qu'il y en a beaucoup en ville, enfin, et de plus en plus. Et ça, c'est une grande réussite de votre part, tous les deux, et je vous en félicite. Voilà, ensuite, le lancement des grands projets qui vont structurer la ville pour les prochaines années. Donc le lancement du grand projet Châteaufort, encore une fois, Mme Azouek et Mme Suto, qui travaillent d'arrache-pied pour le musée pyrénéen, tenu par le plan de relance, les travaux du logis du gouverneur, le chantier des collections, la création de réserves externalisées, l'organisation du centenaire. Et là, je remercie évidemment la contribution de notre esthète, l'adjoint chargé des travaux, qui est architecte, M. Daubignac, qui met sa patte d'homme de l'art. Et c'est très intéressant d'avoir un adjoint au maire qui a cette touche permanente et qui nous éclaire de cette vision que peu d'hommes ont en fait. Et il rejoint d'ailleurs l'architecte des bâtiments de France, Madame Colonel, qui prend plaisir maintenant à participer avec nous à un travail collégial. Et je la remercie. Lors de l'appel que je lui ai lancé, son expertise nous sera très précieuse pour le projet suivant. Donc, les travaux du gouverneur, le chantier des collections, la création de réserves externalisées, la signature aussi de la convention pour le renouvellement urbain de l'OFIC
avec le démarrage des projets de relogement dès 2022. Donc l'opération NPNRU, dans laquelle je me suis, moi, particulièrement très engagé, et je rappelle la réunion, l'Agora du 6 août, l'an dernier à l'OFIT, avec Barnum, pour expliquer à la population ce qui allait se passer. Et en parallèle, un débat entre politiques et décideurs pour aller vers ce projet qui, je le répète, nous demande aujourd'hui beaucoup de patience, beaucoup d'espoir aussi, parce que le mieux relogement doit se faire en 4 points sur la ville. Et je m'engage personnellement, comme je l'ai dit en conseil citoyen, à accompagner ce relogement dans les meilleures conditions, parce que la première chose qu'on doit aux habitants de l'OFIT, c'est le respect pour ce qu'ils font depuis des années et comment ils entretiennent cette cité en vivant dedans dans des conditions pas toujours faciles. Et ce sont des personnes remarquables que j'apprécie au plus haut. Donc je serai à leur côté tout le temps. Ensuite, la poursuite des travaux de l'église paroissiale en tant qu'équipement culturel et cultuel à valoriser dans la destination lourde. Et je rappelle que ce projet demande donc la participation de la collectivité. Pour ceux qui me questionnent encore en ville, depuis la loi de 1905, je ne vais pas faire l'historique, mais la loi de 1905, dans un premier temps, n'intégrait pas l'entretien des locaux, des lieux de culte. Mais par le fait qu'Émile Lecombe a démissionné de la présidence du Conseil et que Aristide Briand a repris la loi, elle a été adoucie, assouplie, et de fait, les collectivités territoriales doivent aujourd'hui s'occuper de ces lieux de culte. Donc, cette église paroissiale, qui était déjà en chantier avant que nous arrivions au pouvoir, cette église, aujourd'hui, on continue, on finit la dernière tranche. On a eu quelques surprises nouvelles, quand même, parce que quand on veut faire du neuf avec un bâtiment ancien, ben, il y a des surprises. Donc, il a fallu aller chercher de la décime, la fameuse dotation, pour pouvoir absorber les travaux de l'église. Mais derrière, et là je félicite quand même, franchement, monsieur Christian Gélis, qui est le président du producteur, et le père Duhart, qui croit à ce projet depuis le début, parce qu'il s'intègre dans une vision aujourd'hui d'un lieu de culte qui deviendra un lieu forcément culturel, puisqu'à l'intérieur, et c'est le fruit du travail de l'artiste Philippe Pugeot, les 14 tableaux du chemin de croix seront en exposition permanente. Un retable Murano sera installé avec ce que je souhaite depuis toujours, un discours et un message interreligieux, et je vais y venir après pourquoi. Et puis les fonds baptismaux de Bernadette, tout cela va être requalifié aussi pour proposer une offre culturelle aux visiteurs, aux pèlerins. Puis les abords de l'église seront aménagés. J'espère y installer un thé-café pour qu'on puisse, en allant dans cet endroit, s'asseoir sur le mobilier urbain devant, échanger, prier pour ce qu'ils le veulent, visiter, parler, s'opposer, vivre. Donc, l'église, qui devrait normalement se terminer, les travaux d'église qui devraient se terminer fin 2022, j'espère, nous le souhaitons tous. Ensuite, le lancement de la construction du centre de secours pour les communes du Pays de Lourdes. Ce dossier, qui était porté depuis 25 ans, a été réglé en 6 mois. Et là, je remercie toutes les équipes, et notamment le colonel Fabre, le directeur des SDIS, qui est un homme remarquable, un homme d'action comme moi, et le préfet de région, qui m'a beaucoup aidé, le préfet Blondel, qui m'a aidé à aller chercher 1,7 million de subventions en 6 mois, alors que quand nous sommes arrivés, la DETR n'existait plus. Et il a fallu passer par une opération DECIL. Cette opération visait à recueillir des fonds pour une collectivité comme la ville de Lourdes. Nous n'avons pas l'ingénierie, puisque l'ingénierie est aux SDIS. Il a fallu donc avoir recours à une dérogation du préfet de région que j'ai remercié pour, dans le cadre du plan de relance, parce que nous sommes lourdes. Et de fait, cette caserne a été montée. Demain, je vais participer au dernier, enfin, assister, moi je ne participe pas, au dernier jury pour le choix de l'architecte qui va œuvrer. Il y en avait 15, il y en a 3, donc le dernier architecte va être sélectionné. Et les travaux vont démarrer avec
une construction finie fin 2023, peut-être début 2024. Voilà. Donc, et puis, un grand investissement aussi de ma part dans le dossier hôpital commun avec Gérard Témiège notamment. Derrière un travail colossal des parlementaires, mais une intervention capitale aussi de Michel Pellieu dans ce dossier hôpital pour faire avancer, il y a pratiquement un an, ce dossier qui avait tendance à s'enliser, qui est un dossier arlésien depuis une quinzaine d'années maintenant, et qui est parti parce que derrière, eh bien, il y a eu l'arrivée du chef de l'État. Et donc un travail en amont, je ne révélerai pas ici les détails, mais qui change tout. Parce que Emmanuel Macron, lors de l'échange que nous avons eu à la Pointe Sud Cavalier, a pris vraiment la mesure, parce que Jean-Baptiste Lemoyne, je vais remercier beaucoup de monde aujourd'hui, mais franchement, le ministre du Tourisme a été d'un apport incroyable, d'une aide incroyable. Il a matché avec cette ville. Et aujourd'hui, il est citoyen d'honneur de la ville de l'eau, parce que je lui ai remis la médaille de la ville de l'eau le 9 juillet, avec le général Latane, sous la patrouille de France, qui passait au-dessus de la Pointe Cavalier. Quel grand moment nous avons vécu à Lourdes. Avant, un autre grand moment, ça a été le concert de Vianney dans la foulée, rappelez-vous. Et voilà, donc aujourd'hui, la venue du chef de l'État a mené donc, une enveloppe de 210 millions d'euros pour la construction de cet outil fondamental qui est l'hôpital commun Tarbes-Lourdes. Cet hôpital, il a plusieurs enjeux. Le premier, bien évidemment, c'est de soigner mieux. La République est indivisible et nous devons être soignés au mieux dans notre territoire de Hautes-Pyrénées, si bien qu'à Toulouse ou à Bordeaux. Et pour ce faire, il faut un outil de ce type. Nous n'avons plus le choix. Un outil où j'y travaille beaucoup, puisqu'avant-hier soir, j'étais en réunion en rentrant d'Aragon, jusqu'à 22h avec des médecins, notamment un, qui va certainement rester, et qui va participer à la construction d'une équipe, un pôle chirurgical. Et donc se projeter dans un hôpital moderne avec une maison mère, couple, enfant, avec 2 IRM, 2 scanners pour éviter que lors d'une crise Covid de retour, peut-être on ait des difficultés à soigner aussi bien les uns que les autres, un PET scanner, donc un hôpital moderne. PET scanner qui est un outil essentiel dans le suivi de la cancérologie aujourd'hui. Avec aussi un hôpital de jour ultramoderne et de la chirurgie moderne. Et pour pratiquer la chirurgie moderne, il faut des chirurgiens qui maîtrisent les technologies d'aujourd'hui. Nous avons des chirurgiens aujourd'hui dans les hôpitaux Tarbes et Lourdes. Ils participeront évidemment pour ceux qui sont encore là de l'équipe. Mais l'équipe chirurgicale d'un hôpital de ce tonnage, avec 70 000 urgences an, demande évidemment un complément de praticiens de haut niveau, avec des spécialités. Et j'y travaillerai, j'ai déjà commencé à y travailler, notamment la main et des hyperspécialités que nous n'avons pas comme on a eu à un moment donné, puisqu'il y avait un praticien tarbé qui est parti à Roche. Et voilà, donc un travail de fond sur aussi la radiologie internationale, qui est mon milieu d'évolution professionnelle, avec une équipe interventionnelle, une salle dédiée pour pouvoir pratiquer l'embolisation, l'anévrisme, surtout aussi celui de l'hémorragie de la délivrance. Ce n'est pas un détail. Il y a encore une maman qui est décédée avec le bébé dans les bras il y a un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, avec un acte de radiologie interventionnelle, on peut régler le problème en 20 minutes. Donc il nous faut ces services à la population aujourd'hui. Et cet hôpital va aussi contribuer avec tous les investissements, puisque c'est un projet à hauteur de 270 millions d'euros, de la relance économique des entreprises qui vont participer à la construction, mais aussi, in fine, avoir un rôle fondamental sur l'attractivité de notre territoire, car quand on regarde les statistiques, les habitants, les futurs habitants, je ne parle même pas des pèlerins, des visiteurs qui viennent par millions
sur notre territoire qui ont besoin d'un outil de soins pour les urgences, entre parenthèses, mais pour les futurs habitants, ben, c'est un des premiers enjeux, c'est la santé. Donc nous aurons un outil. Voilà, ça c'est pour l'hôpital. Mais de l'hôpital, évidemment, ben, derrière, il y a la route. 32 ans que la route entre l'échangeur de Marquisat et Lourdes est aussi un dossier complexe. Donc Michel Pellieu et moi-même en avons parlé lors de la venue du président de la République, puisque évidemment c'est contigu à la création de l'hôpital. Imaginez-vous un hôpital moderne avec pas de 4 voies entre l'échangeur, où sera à peu près l'hôpital, et Lourdes. Donc évidemment l'enjeu de taille, c'est un chantier entre 85 et 90 millions d'euros. Michel Pellieu a proposé une maîtrise d'ouvrage conseil départemental déclassant la route, ce qui pose problème aujourd'hui. Mais a priori, le président du conseil départemental va rencontrer bientôt le préfet de région. Nous pensons que ce dossier va aussi prendre une tournure positive. Mais il y a aussi, avec le relogement de l'OFIT sur 7 à 10 ans, il y a forcément l'approche du contournement de la ville, qui est un dossier qui court aussi depuis 30 à 40 ans. Donc il va falloir tout englober. Et pour ce faire, eh bien, il faut convaincre. Il faut convaincre les décideurs vraiment de décliquer pour faire tout ce parcours qui va relier avec le pays des Gaves, où viennent des milliers et des milliers de personnes tout le temps, été comme hiver. Voilà, donc ça c'est le grand enjeu. Hôpital, route, contournement, mais j'ai lancé il y a quelques semaines un projet contigu à celui de l'hôpital, c'est de créer, de construire le SDIS à côté de l'hôpital, sur le même terrain, et d'avoir le premier pôle opérationnel. Il y a quelques exemples, mais pas tout à fait comme nous l'avons imaginé avec le colonel Fabre et le président Poublan du département, suivi par le président Crémège, pas par le président Pellieu, pardon. Il s'agit de créer véritablement une unité opérationnelle, un pôle de sécurité santé, puisque nous sommes un territoire en proie à des crues, à des séismes aussi, et puis je rappelle que nous sommes une ville cible d'attentats. Donc, en ayant les meilleurs moyens d'appréhender une situation extraordinaire et de soigner derrière, en réunissant ces deux structures, nous pensons, et je porte ce projet depuis quelques semaines, ça y est, maintenant c'est parti, il faut réaliser ce projet-là. Voilà, j'ai à peu près tout dit en ce qui concerne l'aménagement des abords de la ville, mais je finis par dire que notre équipe a une énergie colossale, comme moi. Parce que quand on veut mener une mission comme ça, il faut tout donner. Il faut consacrer tout son temps, pratiquement nuit et jour, parce que ça fait partie d'un chemin de vie. Et il faut l'assumer. Et donc, les équipes qui m'entourent, les élus, vous avez bien vu qu'aujourd'hui nous avons enregistré l'entrée de M. Adelin, qui est le directeur général des services, mais qui a la particularité aussi d'être directeur des services techniques, c'est pas pour rien, avec 2 DGS à ses côtés, un cabinet qui est reconfiguré, donc une équipe opérationnelle, administration et cabinet à l'unisson, et ce n'est pas toujours le cas dans les municipalités. Donc, avec un volet communication qui va bientôt prendre une autre dimension parce que de l'intelligence va compléter ce volet-là, et donc le mandat, véritablement après l'année d'urgence, l'année où on a vraiment beaucoup travaillé pour participer à cette relance économique, le mandat de construction, même si vous voyez qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été portées depuis 15 mois, le mandat démarre et nous avons des ressources. Notre programme politique de campagne est un véritable projet de territoire sur le long terme. Et je dois dire à ma population lourdaise qu'il nous faut aujourd'hui faire preuve de résilience. Il faut croire en ce projet parce que c'est un projet de rénovation. François Abadie, en son temps, avait été le maire bâtisseur. Notre équipe doit être une équipe de la rénovation. Parce que nous n'avons pas le choix.
Je viens maintenant au projet. Le projet de territoire Lourdes Cœur des Pyrénées. Donc je rappelle très rapidement, Lourdes subit une crise économique inédite. C'est la seconde ville de France en capacité hôtelière. C'est le 3e centre culturel mondial, avec une économie monosegmentée basée sur la venue de groupes à peu près 85-90%. Donc, je refais l'historique. Pas d'accessibilité à la ville de Lourdes, pas d'avion, le Covid, perte 85% de la fréquentation, donc à peu près 85-90% de perte de chiffre d'affaires et une situation inédite. Un plan de relance pour les socio-professionnels avec une trentaine de contributeurs et pour faire court, 140 millions d'euros versés au monde économique de la ville de Lourdes. Je l'ai dit tout à l'heure, les finances étaient en grande difficulté et les compensations de l'État viennent à hauteur à peu près de 2,4 millions sur une perte globale de 4,2 millions, 4,3 millions. Il y a donc une perte sèche à peu près de 1,6 à 1,7 millions d'euros sur le budget, sur une situation financière dégradée. Mais je félicite M. Lefort et M. Hernandez qui ont construit un budget, le premier budget l'an dernier, qui a fait que M. Viennot, le DGFiP, nous a levé l'appartenance au réseau d'alerte des finances publiques l'an dernier. Et ça, c'est une grande récompense pour ces deux hommes qui ont beaucoup travaillé, avec les services évidemment, l'administration, pour faire un budget. C'est la raison pour laquelle, je le dis, je le redis, nous devons nous serrer les coudes, nous devons faire des économies. La population doit entendre ce discours, qui est un discours d'évolution, un discours de projection, mais avec, comme quand on fait un diagnostic sur une maladie, un état réel des choses. La ville de Lourdes souhaite que le fait de Lourdes, que le tourisme culturel reste et sera toujours le socle principal d'une offre touristique qui désormais doit évoluer et être complétée pour ne plus dépendre, je l'ai dit, d'un modèle monosegmenté. Alors on va redire ce que l'on dit tous les Lourdais depuis des années, le rayonnement mondial, la ville de Lourdes est une marque internationale, une signature d'exception, une marque mondiale, et doit être déclinée, selon nous, sur la spiritualité aussi, la paix, la culture, le patrimoine, la nature, le sport, la jeunesse. Un équilibre économique doit être trouvé entre le tourisme spirituel international, qu'il faut compléter, avec des filières économiques pyrénéennes développées, qui sont là, aux portes de la ville. Le développement de Lourdes passe également par une restructuration afin de mieux accueillir les visiteurs et attirer de nouvelles clientèles, de nouveaux publics, une nouvelle population, je l'ai dit tout à l'heure, des visiteurs, des pèlerins, des futurs habitants. Retrouver de la fiscalité, faire baisser la taxe foncière et retrouver une démarche financière positive. Pour cela, nous avons donc défini et labellisé un nouveau projet, Lourdes Pyrénées, Lourdes Cœur des Pyrénées, Château Cœur de Cité. C'est un nouveau développement parce que Lourdes est plus qu'une ville. L'enjeu, la reconnexion au rayonnement international, il faut reconnecter l'environnement pyrénéen afin d'augmenter l'attractivité et, in fine, d'améliorer notre image, de la compléter. Ce projet de territoire va se décliner sur 10 à 15 ans. Il est soutenu par un plan spécial mis en place par l'État. Ce plan s'appelle le PAL, le plan Avenir Lourdes. Et il va permettre d'accompagner les projets portés par la ville et tous les acteurs locaux en excluant personne. Le président de la République est venu donc le 16 juillet et à ma demande a lancé ce plan. Quand je lui dis merci à l'État d'avoir soutenu l'économie lourdaise, je répète, à hauteur de 140 millions d'euros. Monsieur le Président de la République, si nous ne sommes pas accompagnés par un plan décennal, la ville ne s'en sortira pas. Il est hors de question
que Lourdes soit une destination oubliée. Lourdes doit entamer sa renaissance. Et il m'a dit, nous allons vous aider. Quelques temps plus tard, l'Élysée est revenu vers nous pour mettre en place ce plan. Donc il faut le créer. Nous avons lancé avec monsieur le préfet, évidemment, qui est la représentation de l'État et du chef de l'État dans le département, des contributions. Il y a à peu près une douzaine, que ce soit les opérateurs, les professionnels du tourisme, les socioprofessionnels, enfin, tous les acteurs de l'économie locale touristique ont contribué. Les contributions sont arrivées en préfecture depuis hier et la synthèse sera faite pour affiner ce plan et qui repose sur une vision désormais complète de la ville de l'eau. Ce plan va être présenté le 8 novembre prochain, après expertise, en réunion interministérielle. Il est donc en cours de construction, il sera porté par l'État, la région, la ville, avec des partenaires, donc, que seront les socioprofessionnels, et bien évidemment, le partenaire et majeur, c'est le sanctuaire. Donc ce sera l'outil pour dérouler le projet de territoire que nous allons vous présenter. Il s'articule autour de valeurs suivantes: l'espoir, l'espérance et la résilience. Trois enjeux. Premier enjeu, l'évolution de la destination Lourdes. J'ai employé le mot complétion dans les ministères, et à qui veut l'entendre. Complétion, c'est beaucoup plus fort que compléter. C'est la détermination à compléter, afin d'éviter de nouvelles crises et de fermer, de tirer le rideau. Donc compléter l'offre touristique en proposant des déclinaisons que sont ville spirituelle et de confession. C'est donc le continuum partagé par Monseigneur Ribado Dumas, évidemment, le continuum de la confession vers la spiritualité, vers l'humain, les personnes atteintes de pathologie et les porteurs de handicap, et l'histoire du Bernadette. Ville de paix, de fraternité, d'humanité, une vie diplomatique. Donc, les études sont parties pour un centre auditorium multimédia. Avec le président Trémège, il y a 15 jours, faisait lundi, nos équipes techniques et les siennes. Donc, les études sont parties, mais en même temps, je le dis aussi, le centre vélo, qui ne sera plus un centre VTT, dédié VTT, mais un centre intégrant tous les produits vélo, et qui augure, et c'est le projet cher à M. Dimi, du grand projet de remplacement de l'OFIT, petit à petit, par le grand chantier et grand projet La Montagne. Donc, ville de paix, réunissant des responsables interreligieux, des hommes politiques, des intellectuels, avec une ambition à en faire une plateforme internationale où l'on vient parler, discuter, négocier des enjeux internationaux. J'ai eu récemment un ancien maire, très connu, très connu, Philippe Douste-Blazy, qui veut nous aider dans l'organisation, une fois à l'auditorium, de congrès internationaux. Ensuite, Lourdes, camp de base des Pyrénées. Lourdes est un camp de base naturel où viennent s'entraîner des équipes professionnelles et nous avons développé ce concept-là. Nous avons la capacité d'hébergement, nous avons des terrains, nous avons des enjeux environnementaux à aller chercher, mais regardez où vont s'entraîner les équipes aujourd'hui. C'est un endroit magnifique qu'est la terre des Bigorre. La mise en valeur de nos sites naturels comme le pic du Gers et le lac, en faire de réelles bases de loisirs, et donc le projet La Montagne, au pied du pic du Gers, sera une véritable base de loisirs avec les sports outdoor, comme le vélo, par l'escalade, la randonnée, le roller. Puis le lac, faire du lac une base nautique et de biodiversité. Ensuite, Lourdes, ville culturelle et patrimoniale. Donc, une volonté d'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO
une partie de la ville et d'inscrire, nous avons échangé sur ce sujet avec M. Larry Padolima, la basilique souterraine, patrimoine mondial de l'UNESCO. Projet en chantier. La constitution d'un réseau de musées en partant du Château-Fort, musée pyrénéen, labellisé Musée de France, un partenariat musée national, musée du Vatican peut-être, mais au moins musées nationaux. Il y a, à l'instar de ce qu'a fait Lens ou de l'initiative de Metz. Deuxième enjeu, une requalification urbaine grâce à la mise en place d'un schéma directeur urbain, ce pourquoi nous étions à Paris lundi dernier, en quête auprès du ministère d'un schéma de directeur urbain à 10 ans qui a un coût important. C'est chose acquise. Et aussi un chargé de mission pour orchestrer, payé par l'État, ces choses acquises. Premier objectif, la mise en tourisme de l'ensemble de la ville. Ça, c'est vraiment la thématique qu'il faut retenir, la mise en tourisme de l'ensemble de la ville de Lourdes et de son territoire. Donc la connexion spéciale entre la zone touristique et le cœur de ville. En campagne, j'avais dit l'axe court ouest-est, sanctuaire vers Haut-de-Ville, et l'axe long nord-sud, de Gavarnie jusqu'au nord de l'Aglo, en passant par tous les enjeux intermédiaires. Les chemins, premier chemin, à l'heure où les hôteliers sont en grande difficulté, l'hébergement est en grande difficulté, qui m'avait demandé en campagne une nuit de plus à Lourdes, puisque la moyenne est à peu près à 2,8. Eh bien, nous pensons que la restructuration via la réurbanisation et la jonction entre le bas de ville et le haut de la ville pour ne former qu'un, via le quai Saint-Jean et retrouver la rue du Bourg médiéval, c'est là l'axe de la reconnexion. C'est ce sur quoi nous allons travailler pour que les pèlerins et visiteurs puissent monter, mais aussi après faire en sorte que cette nuit soit une nuit de plus à Lourdes et une journée du lendemain, ou la première ou la dernière, d'une visite de l'histoire de Bernadette en haut de la ville, mais qui passe par une requalification urbaine et des étapes de la vie de Bernadette. Et notamment, nous allons construire le chemin de Bernadette, il y en a 5 aujourd'hui, de 5 en 1, avec un chemin magnifique qui va nous amener à tous les points de vie de Bernadette. En fait, jusqu'à présent, les pèlerins venaient en haut, aux visiteurs, de manière anarchique. Il faut construire un flux régulier, orchestré, enregistré par les tour opérateurs dans une journée de plus, qui est jouable pour tout pèlerin aujourd'hui. Donc il faut le structurer, nous allons le faire. Ce lien de connexion, c'est l'axe 1. Donc faire monter le pèlerin, et puis par cet axe-là, faire aussi descendre les visiteurs vers le sanctuaire qui, au-delà de l'aspect cultuel, regorge de richesses. Et j'invite encore les Lourdais à aller visiter les 7 chapelles de la basilique avec l'œuvre des mosaïstes du Frioul, les Vénitiens, une œuvre incroyable que j'ai suivie quand j'étais administrateur de la CMJ du Sanctuaire de 2001 à 2014, un endroit magnifique. Le deuxième objectif, dans ce parcours, c'est un chantier attendu depuis longtemps, la construction du pont Peyramal. Ce pont Peyramal, évidemment, nous l'avons expliqué, je ne vais pas y revenir dessus lors de la conférence de presse de la semaine dernière, est en cours. Nous avons rouvert la circulation puisque le nouveau directeur général a examiné le dossier et la circulation va être ouverte dans un sens pour permettre aux bus d'amener les pèlerins et de faire la desserte. Donc, d'un côté, le pont Peyramal avec une ambition sur ce pont, je ne vous dirai pas tout parce que l'ambition est grande et si nous arrivons à nos fins, ce sera un endroit magnifique. Mais ce pont est suivi par les berges du Gave. Et au moment où les travaux d'endiguement des berges arrivent sur Lourdes, eh bien, c'est le moment de reprendre un projet qui avait été porté par la municipalité Artiganave, qui est l'esthétisation des berges, la construction des berges du Gave. Donc c'est un projet à 10 ans. Il faut refaire les berges du Gave avec un parcours pèlerin, handicap, et en même temps, à la fois sur le plan sécuritaire, mais sur le plan esthétique, créer ce flux. De l'autre côté, nous avons l'entrée du sanctuaire et la place Monseigneur Laurence qui va aussi faire l'objet
d'une réflexion et d'un travail, en partenariat évidemment avec le sanctuaire, et aussi à sa demande pour ce qui concerne de l'entrée du sanctuaire. Donc vous voyez, ça fait une espèce de fait en Y qui vient du pont Peyramal, du sanctuaire, et qui amène les flux vers le quai Saint-Jean à la remontée par le bourg médiéval, la rue du bourg, le château fort au passage, la place Peyramal, dont j'attends le compte rendu de l'expert pour pouvoir travailler sur la réouverture du parking dont on sait aujourd'hui qu'il peut être réparé. Pour vite requalifier cette place, la végétaliser, y poser un miroir d'eau, la connecter avec l'espace de vie de l'église paroissiale et la connecter de l'autre côté avec l'impasse des 4 frères Soulas qui nous amène à l'immeuble La Cour et créer une ligne de vie esthétique et culturelle depuis l'auditorium, le champ commun, la place Marcagal, la place Peyramal, et pouvoir voir nos musiciens, nos artistes locaux, les élèves, aller se rendre à pied à cet endroit-là et participer d'une reconnexion de la ville à lui-même. Donc je l'ai dit, un espace public apaisé, végétalisé, mieux organisé pour les habitants et les visiteurs, requalifier les places, j'en ai parlé. Et puis, j'essaie humblement, lors de mes allers-retours sur Paris, le grand projet serait, nous l'avions décrit en campagne, le projet de la Maison de la Culture au Château de Soum. C'est toujours le projet de la municipalité, mais évidemment, ça demande un investissement financier très important. Nous y travaillons, j'y travaille, il y a peut-être une solution en cours là, pour pouvoir retravailler aussi le Château de Soum et en faire la Maison de la Culture. Le troisième objectif, c'est ramener la population en ville. J'ai parlé tout à l'heure du NPNRU, donc c'est retendre le tissu urbain, resserrer et faire en sorte que ça participe de la relance du commerce de proximité, du commerce du centre-ville, et aussi attirer une nouvelle population. Il y aura donc 4 endroits dans la ville où la population de Lofite viendra habiter progressivement sur 7 à 10 ans, et aussi en centre-ville, puisqu'il y a l'opération Action Cœur de Ville, friche et beaucoup de résidents aujourd'hui qui prennent un peu d'âge, m'ont dit, puisque j'ai fait quand même tous les appartements, et donc j'ai fait des stats et qui veulent vivre en ville pour avoir les services à côté et vivre à pied. Donc ça nous oblige à repenser nos modes de fonctionnement en ville, nos modes de déplacement, et de construire la ville de demain, pas simplement pour les nouvelles générations, mais pour nos vénérables qui veulent y vivre. Il faut qu'ils y vivent en sécurité, donc je mène une politique sécuritaire offensive, et nous embauchons, c'est le seul domaine dans lequel on embauche un policier municipal par an, avec une reconnaissance de leur travail de très grande qualité, pour avoir une ville sécurisée, mais une ville aussi pédagogique en ce qui concerne les droits et les devoirs. Et j'en profite pour dire que dès que j'aurai le lieu que j'ai approché, il y aura la maison de la résistance et des valeurs républicaines, qui sera animée par d'anciens combattants, des résistants, des généraux colonels en retraite qui m'ont promis qu'ils viendraient œuvrer pour apprendre ou réapprendre aux enfants du CIMAGE ce qu'est le don de sa vie pour un pays qui s'appelle la France avec des valeurs républicaines, auxquelles, vous savez, je suis très attaché. Ensuite, le 4e objectif, c'est repenser la mobilité et développer tout ce qui est les mobilités, les flux piétonniers, vélos. Et le plan d'aménagement des voiries, évidemment, en découle. Il va y avoir des changements en ville, mais pas des grands changements, une évolution pour permettre un confort de vie et de déplacement. L'enjeu numéro 3, un développement territorial pyrénéen pour garantir une diversification économique. Lourdes doit s'inscrire dans un modèle fédéral. Lourdes est une ville fédératrice dans un territoire pyrénéen qui est aujourd'hui Pyrénéos. J'étais avant-hier en Aragon donc avec les responsables de l'Aragon, Michel Pellieu et 2 autres vice-présidents du département, pour construire des projets de demain dans le cadre du GECT initié par le président Pellieu, qui est vraiment un développeur et qui donne envie d'avancer à ses côtés parce qu'il porte vraiment un volet de développement qui est à prendre pour exemple.
la relance de la cité mariale passe par la reconnexion de son rayonnement international à l'attractivité des Pyrénées. Je l'ai dit, le développement de la ville de Lourdes nécessite un repositionnement dans la réintégration de cette ville dans un réseau de villes et de villages pyrénéens et européens. L'ambition du projet de territoire Lourdes-Pyrénées, Lourdes cœur des Pyrénées, vise à faire de Lourdes une ville motrice dans un grand territoire pyrénéen commun qui s'inscrit lui-même dans un réseau transfrontalier qui est porté par les dirigeants des deux pays et l'Europe. Ce réseau métropolitain pyrénéen et européen pourrait être articulé sur 3 niveaux. Le premier, c'est Lourdes, le pays des Gaves en base arrière, le territoire haut-pyrénéen, les vallées des Gaves, donc les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, l'Aragon. Le deuxième niveau, forcément, puisque dans le cadre du GECT, qui unit aujourd'hui les Hautes-Pyrénées, les Basses-Pyrénées aux Pyrénées-Atlantiques et l'Aragon, mais qui est élargi aujourd'hui par l'Europe à une zone centrale qui intègre le Comminges d'un côté et jusqu'à la Rioja de l'autre côté. Donc vous voyez, il y a 3 zones, Est, Ouest, Centrale, et on est en train forcément de se tourner vers Pau et les Pyrénées-Atlantiques, Lourdes, Tarbes, Pau, le triangle magique. Et puis, évidemment, un cran au-dessus, Toulouse, Bordeaux, Saragosse. Donc, c'est l'effet des poupées russes, c'est-à-dire qu'on passe d'un territoire aujourd'hui qui constate beaucoup de richesses, il se connecte à des territoires élargis et il se connecte aux grandes métropoles. Donc voilà l'enjeu de demain, c'est construire le projet cher à tous les décideurs aujourd'hui, qu'ils soient départementaux ou régionaux, le projet cher à Torre Delga, Pyrénées. Mais les Espagnols, les Aragonais sont déjà en avance. Et nous devons rattraper notre retard. La philosophie du projet de ville Lourdes, cœur des Pyrénées, Lourdes-Pyrénées, s'appuie sur la reconstruction de l'image de la cité mariale pour devenir donc un camp de base idéal permettant de vivre une aventure pyrénéenne, urbaine, spirituelle, culturelle et sportive. Une diversification non plus nécessaire mais obligatoire pour ne plus dépendre d'un modèle économique monosegmenté. La ville de Lourdes doit changer son modèle mais pas bifurquer. C'est là toute la subtilité. Et je veux rassurer à ceux qui ont quelques inquiétudes, il ne s'agit pas de bifurquer, il s'agit, je l'ai dit au début, de compléter. La complétion, être déterminée aujourd'hui parce que la crise nous l'impose, parce que le siècle dernier s'est arrêté en 2020, que le nouveau siècle a démarré en 2021, de changer le modèle, de le diversifier et d'obtenir un véritable équilibre économique qui nous préserve de crises futures. C'est le tourisme spirituel international qu'il faut faire évoluer au gré des filières pyrénéennes valorisées. Et là, je vous cite quelques projets en cours. La filière vélo et sport outdoor, mais je ne peux pas révéler un projet en cours de grande ampleur, pas encore, je n'ai pas la certitude absolue. La filière santé et le bien-être handicap, l'enseignement supérieur, le tourisme et les métiers de la montagne, la diversification du commerce, la rue du Bourg, rue dédiée Made in Pyrénées, avec l'installation de boutiques au travers d'un projet dont je vais vous parler rapidement. Et pour ce faire, il faut une offre d'hébergement de qualité, upgradée, sur laquelle tout le monde travaille pour améliorer cette notion d'accueil qui doit venir, qui doit, et qui commence, puisqu'on était au château récemment, le label qualité tourisme. Tout le monde doit aujourd'hui se tourner vers la qualité. Et donc, dans le cadre d'une filière laine, ben oui, Bernadette Soubirous, garder des moutons. Et donc, nous avons été aussi à Paris pour ce faire. Nous travaillons avec la région et Torre Delga, avec des experts, pour tout faire et lancer Lourdes, cité de la laine. C'est un grand chantier qui n'est pas si évident que ça, mais pour lequel nous travaillons. Je pense que Bernadette va nous aider, la femme Bernadette, qui gardait les moutons et qui est née au pied du bourg. Donc il y avait une véritable connexion. Et je rappellerai très rapidement, en 2 temps, 3 mouvements, que Lourdes s'engage dans une véritable évolution culturelle et de pratique et doit se reconstruire sur le triptyque. C'est continuer. Le continuum de ce qui se passe à Lourdes depuis 163 ans, complété,